Nach Ihrem Befehl, mein Führer! Il est un acteur politique de premier plan en République démocratique du Congo, le patron de Nouvel Élan, un parti politique qui est important, qui a pignon sur rue. Ce parti qui s'impose aussi au niveau de la classe politique. Nous recevons Maître Blanchard Mungumba. Maître, bonjour. Bonjour, cher Dad. Merci une fois de plus pour l'invitation. Très bien habillé, surtout au swag, hein. Merci. Comme on dit par les jeunes. Merci beaucoup. Merci. Comment se porte M. Mouzito d'abord? Monsieur Mouzito, l'initiateur du parti politique Nouvel Élan, se porte très bien. Surtout que nous sommes là dans la fièvre électorale. Son moral est au zénith parce que, comme vous le savez, c'est une première compétition électorale que va affronter son parti politique, le Nouvel Élan. Ce n'est que normal que maintenant, c'est vrai, il y a tant de problèmes au niveau, en ce qui concerne même le processus en question, l'organisation, mais du moins, lui, comme initiateur du parti Nouvel Élan, il est très serein parce que, comme nous ne cesserons de le dire, au Nouvel Élan, nous n'avions jamais pensé un seul instant que le boycott des élections serait à l'ordre du jour pour nous. Si bien que nous nous battons pour que le processus soit, en tout cas, bien amorcé, que nous puissions réparer tout ce que nous constatons comme méfaits, comme dérapage aujourd'hui au niveau de la CENI. C'est justement pour permettre à ce que lorsque nous allons nous lancer, que notre victoire soit une victoire réelle. Parce que nous savons que le parti Nouvel Élan, tel que implanté, tel que préparé sur toute l'étendue de la République, dans tout le coin et les recoins de la République démocratique du Congo, nous ferons sûrement un très bon résultat qui nécessite à ce que nous puissions de maintenant préparer les terrains pour rassurer justement le résultat, la vérité des urnes que nous allons avoir d'ici la fin des élections, bien sûr. Vous parlez des méfaits de la CENI. Quels sont ces méfaits? Nous voulons connaître la totalité de ces méfaits, selon Nouvel Élan. Voilà, selon Nouvel Élan, il faut noter que nous faisons partie de la plateforme politique de résistance, la MOUCA, et en son temps, nous étions parmi les premières forces de la résistance, les forces politiques qui avaient levé les tons pour montrer qu'il y avait déjà un problème lors de l'installation du bureau de la CENI. Parce que, comme vous le savez, la CENI est un organe ou une institution d'appui à la démocratie qui est instituée par déjà la Constitution, mais il y a un texte réglementaire qui organise le fonctionnement de cette institution. Mais à l'époque, déjà, la loi portant organisation et fonctionnement de cette institution posait problème par rapport à son vote au niveau du Parlement. Tel que présenté, la Constitution, les membres qui devaient composer ces bureaux, ça posait problème et on a manifesté, on a écrit, on a fait même de propositions, ça n'a pas marché parce que de l'autre côté, nos amis étaient décidés de ne pas nous écouter. On est allé par rapport à la loi électorale même. Nous avions non seulement contesté, mais surtout présenté des propositions. Nous avions proposé. Malheureusement, une fois de plus, on n'a pas été écouté. On est allé jusqu'à proposer même la loi sur l'enrôlement, tout ça. Ça n'a pas été suivi. Et aujourd'hui, ce qui est encore très Est-ce qu'on peut rester sur la loi électorale parce que c'est cette loi qui organise le fonctionnement des élections. C'est grâce à cette loi que les Congolais vont justement voter. Quelle est l'entorse, quels sont les cailles qu'il y a dans cette disposition, dans cette loi que vous avez détectée et qui peut être un frein aux bonnes élections? Il y a plusieurs propositions que nous avions faites en son temps. Nous avions voulu, par exemple, que le résultat des élections soit publié bureau de vote par bureau de vote. Et que ces résultats-là soient le seul à être compilés, c'est-à-dire le bulletin qui sortiront des bureaux de vote soit le seul à être compilé de manière à permettre à ce que le résultat qui devra être lu par le président de cette institution de la CENI puisse être justement le reflet de ce qu'aura été le résultat publié dans chaque bureau.
pour permettre à ce qu'il y ait une véracité, hein, le contrôle au niveau de la base. Ça n'a pas été suivi. On a parlé par exemple de la question des suppléants et qu'il fallait éviter à ce que ce soit les membres de famille qui reviennent comme étant des suppléants des candidats. Ça n'a pas été suivi. Il y a plusieurs éléments comme ça qui montrent que les choses ont été fabriquées, concoctées de manière à satisfaire un camp. On a parlé par exemple du seuil. C'est la CENI qui est au service du pouvoir, c'est ce que vous voulez faire. Non, mais c'est l'impression. Ça peut ou ne pas être la vérité, mais l'impression que la CENI donne aujourd'hui, c'est qu'elle est au service d'un camp ou d'une famille politique. Et malheureusement, ça se trouve être ceux qui sont aujourd'hui aux affaires. Et c'est ça le constat des Congolais, c'est ça le constat de parties prenantes que nous sommes. Parce que il faut noter, cher Dan, que toutes nos revendications, toutes nos propositions n'ont pas été suivies par la CENI. Comment pouvons-nous comprendre qu'une institution qui est censée être... Par quel canal faites-vous ces propositions? C'est ça aussi la question. Non, mais le problème... Pas par le Parlement, peut-être. Le Parlement, moi je peux, parce que vous parlez du Parlement, moi je vais vous donner un cas. Heureusement que je me suis bien préparé aujourd'hui. Ça, c'est la lettre que nous avions adressée au président de l'Assemblée nationale. Quoique illégitime, quoique quand nous contestons justement leur existence, mais nous avions montré que nous sommes républicains. Au-delà du côté résistant, au-delà de la lutte que nous menons, mais il y a le côté républicain, le côté démocratique qui pèse en nous. Ce qui fait que nous avions adressé cette lettre en date du 29 mai 2023 et l'objet de cette lettre était nos observations sur le projet de loi relatif à la répartition de sièges. Donc déjà ici, ça montre que nous sommes de bonne foi. Nous ne faisons pas des critiques parce que nous voulons clouer la CENI. Ce n'est pas parce que nous voulons plomber, par exemple, le processus, parce que d'aucuns diront que non, voilà, si le Nouvel Élan et tous ce qui sont dans la résistance et même dans l'opposition revendiquent, c'est parce qu'ils ne veulent pas des élections. Non, en tout cas, en ce qui concerne le Nouvel Élan, ce n'est pas le cas. Nous portons nos observations, nous formulons de critiques parce que notre objectif, c'est de faire à ce que cette institution soit la plus indépendante possible. Parce que nous ne pouvons pas accepter que nous puissions aller aux élections et que le résultat soit déjà connu en avance, que l'arbitre choisisse déjà son camp avant même que la compétition ne soit lancée. C'est ce qui n'est pas bon, c'est ce qui nous pousse justement à formuler de recommandations et des propositions. Donc la preuve, elle est là, c'est que nous faisons nos propositions par plusieurs canaux. C'est-à-dire, nous utilisons les médias, par moments, nous utilisons les contacts directs, nous utilisons ceux qui sont experts, des manières à faire savoir à l'organe technique censé nous donner des élections que voilà, il y a tel problème technique à cet endroit, tel problème technique, tel autre. Et malheureusement, comme je l'ai dit, on n'a pas été suivi. Si vous le permettez, nous allons entrer dans le détail dans la loi. J'aimerais que nous puissions aller point par point sur les faits qui ne sont pas de nature à favoriser la confiance entre les parties prenantes dans cette loi sur la répartition de sièges qui est issue de cet audit qui a été faite par cet organe indépendant, des cinq experts. Voilà. Oui. Qu'est-ce qui... Oui. Je serai, vous me permettrez, d'être pédagogique de manière à permettre aux téléspectateurs qui nous suivent de comprendre que ce que nous disons n'est pas une chimère, n'est pas une fabrication du Nouvel Élan, mais plutôt une réalité de ce qui existe. Parce que la CENI, dans ses prévisions, lorsque la CENI a voulu lancer l'opération d'enrôlement, elle nous a laissé entendre qu'elle comptait enrôler 49 millions de Congolais. Il s'est fait que la CENI est allée aire opérationnelle par aire opérationnelle. En définitive, la CENI nous sort un résultat de 43 941 891 électeurs. Donc, lorsque la CENI a enrôlé, au lieu d'avoir 49 millions tels que prévu, la CENI n'a pu obtenir que 43 millions de Congolais sur toute l'étendue de la République. Mais il faut faire noter, déjà à ce niveau, que la CENI n'a pas pu enrôler les Congolais
dans 3 territoires, dont 2 territoires dans la province du Nord Kivu. Je cite le territoire de Masisi et le territoire de Rutshuru. La CENI n'a pas pu non plus enrôler les Congolais dans le territoire, dans la province du Mai-Ndombe et précisément dans le territoire d'Ekwamut. Ce qui fait que le résultat, tel que présenté par la CENI, nous donne justement 43 millions sans compter les Congolais résidant dans les territoires de Masisi et de Rutshuru, dans le Nord Kivu, et les Congolais résidents qui habitent dans le territoire de Kwamut, dans la province de Mai-Ndombe. Or, la CENI est censée présenter un fichier électoral définitif ou une proposition de loi dans laquelle il intègre les éléments de son fichier, lesquels fichiers est censé comprendre le résultat de l'enrôlement effectué sur toute l'étendue de la République. Parce que si l'enrôlement ne s'effectue pas sur toute l'étendue de la République et que vous prenez ces fichiers pour en faire finalement une loi et que sur base de cette loi-là, vous allez faire la répartition de sièges de manière à donner le résultat des élections sur base de cette répartition, eh bien, nous serons en face soit de la violation de la Constitution. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas enrôlé une partie des Congolais, et la violation même de la loi électorale qui parle du nombre de sièges qui est élevé à 500 au niveau national pour la députation. Or, malheureusement, nous savons, comme je venais de le dire tout à l'heure, que les 3 territoires-là n'ont pas pu se faire enrôler. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous venons de voir elle-même la CENI, parce qu'elle avait aussi annoncé ça, qu'elle allait revenir pour enrôler les Congolais de ces 3 territoires. D'accord. À cette époque, quand on a écrit cette lettre adressée au président de l'Assemblée nationale, comme je dis le 29 mai 2023, nous avions fait remarquer cet élément. Nous avions dit, nous avions demandé à l'Assemblée nationale de ne pas voter cette loi-là. Malheureusement que l'Assemblée a fait un forcing, a fait voter cette loi. Aujourd'hui, la loi est en train d'être débattue au niveau du Sénat. Oui. On a vu quand même nos amis du PPRD faire un mouvement. Il faut quand même saluer parce que c'est de ça justement qu'il s'agit. Donc, ils ont refusé. La CENI n'a pas enrôlé par le fait d'elle-même ou parce qu'il y a des contraintes qui ont empêché la CENI d'enrôler dans ces 3 territoires? Mais maintenant, la question, votre question, elle est pertinente, mais au-delà de cette question, la première question qu'il faut poser pour répondre à votre question, c'est de savoir si elle, la CENI, a-t-elle compétence de décider ou de lever une telle option? Parce que la CENI est un organe technique. Elle n'a pour mission que d'organiser les élections, de nous donner le fichier électoral. S'il y a des problèmes ayant trait à la sécurité qui pourraient impacter sur l'enrôlement ou le non-enrôlement d'un certain nombre de Congolais, ce n'est pas à elle, la CENI, de décider. Parce que la conséquence ici, c'est quoi? C'est que la CENI a décidé de nous présenter un fichier que nous considérons comme un fichier provisoire ou un fichier incomplet pour n'avoir pas pris en compte les Congolais de Rutshuru et de Masisi et les Congolais de Kwamut dans la province de Mai-Ndombe. Ce qui fait que la CENI, avec son chiffre de 43 941 891, elle l'a travaillé, c'est-à-dire qu'elle a divisé ce nombre d'électeurs par 500 sièges prévus par la loi électorale pour avoir les seuils d'attribution de sièges dans chaque circonscription électorale. Je crois que c'est un peu technique, mais les Congolais doivent noter simplement que la CENI a pris le nombre ou le chiffre 500, le nombre de 500, pour diviser les 43 millions de Congolais qui se sont fait enrôler, avec l'idée que elle va attribuer les sièges même aux territoires qui ne se sont pas fait enrôler. Mais sur base de quel chiffre la CENI, parce que Rutshuru ne s'est pas enrôlé, comment vous pouvez attribuer à Rutshuru des sièges? C'est ça la logique, c'est ça ce qui est simple à comprendre. C'est-à-dire que Rutshuru et Masisi, les 2 territoires dans le Nord Kivu et le territoire de Kwamut dans le Mai-Ndombe, ils ne se sont pas fait enrôler.
Mais heureusement pour eux ou malheureusement pour d'autres, que la CENI leur attribue de sièges. C'est-à-dire que si nous partons aux élections aujourd'hui, ces territoires-là auront des sièges, encore qu'ils ne se sont pas fait enrôler. Mais par quelle magie ils ont obtenu des sièges? C'est ça ce qui montre déjà qu'il y a un problème au niveau de la CENI. Que serait-il mieux de faire dans ce cas-ci? Ce qui serait mieux de faire à la place des dirigeants de la CENI. D'abord, avant même d'aller à ce que nous devions faire, au-delà de cet élément qui montre que la CENI va attribuer de sièges au territoire dont Massissi, Rutshuru, Kwamoutou, sans qu'ils se soient fait enrôler, la CENI est allée même loin. Si vous voyez, je vais vous donner un cas par exemple. La ville de Kinshasa. La CENI, partant de ces résultats, nous dit que Kinshasa, on a eu 5 62 991 enrôlés. Et la CENI a pris ces chiffres des 5 millions à diviser par 500 pour obtenir finalement le nombre de sièges censés revenir à Kinshasa. Elle donne à Kinshasa 56 sièges. Mais les 56 sièges ici, si on part en termes de pourcentage tel que divisé, la CENI a pris 5 62 991 qui donne plus ou moins 57,61%. Et c'est ces 57% ici, 61, qui donnent 56 sièges à Kinshasa. Or, en arithmétique, en mathématiques, qu'est-ce qu'on nous a appris? Parce que ça, ce sont des notions même élémentaires de l'arithmétique, de la mathématique. Lorsque on a un chiffre 57,61, un élève qui a obtenu 57,61%, en réalité, à cet élève-là, on accorde 58%. Mais la CENI, au lieu d'accorder 58% à Kinshasa, la CENI accorde à la ville de Kinshasa plutôt 56 sièges. Donc, la CENI soustrait un siège ici à Kinshasa. Je prends un autre exemple. La province du Kwilu. La province du Kwilu, avec ses 2 511 438 enrôlés, la CENI lui attribue 29 sièges. Or, en termes de pourcentage, si vous le voyez, cette province devrait normalement, non, qu'est-ce que je dis? Voilà, normalement avoir 29 sièges. Mais vous constaterez que la CENI a donné 28 sièges à la province du Kwilu. Ce qui fait que ces virgules restants... C'est approximatif, mais... C'est approximatif, mais si vous regardez, ça, ce sont nos chiffres. Nous avions démontré techniquement que la CENI a soustrait. Partout où il y a des virgules au-delà de 50%, ça devrait faire un plus pour cette, en tout cas cette ville ou le territoire, de manière à obtenir un siège de plus. La CENI a soustrait ces sièges de plus-là pour en faire un total de 14. Et le total de ces 14 sièges-là, la CENI les a subdivisés en octroyant 13 sièges de plus à la province du Nord Kivu et un siège de plus à la province du Mai-Ndombe. Ce qui fait que la province du Nord Kivu, avec ses 3 26 907 électeurs, devrait avoir, en termes de pourcentage, en divisant, ça donne 33,34%. C'est-à-dire, ici, la province du Nord Kivu, normalement, devrait avoir 33 sièges. Mais malgré ça, la CENI lui accorde 34 sièges par rapport à ses calculs. Mais en définitive, si vous voyez dans le nombre de sièges tel qu'attribué par la CENI, la province du Nord Kivu a 47 sièges. Mais d'où provient le 13 sièges de plus? Les 13 sièges de plus proviennent justement de la soustraction faite dans la province, par exemple, du Haut-Katanga, la province du Olomami, la province du Haut-Tuele, la province d'Ituri, la province du Kasaï, la province du Kasaï central, la province de Kinshasa, la province du Kwango, la province du Kwilu, la province du Maniema, la province de la Mongala, la province du Sud Kivu, FIDA et la province de Tanganyika. Donc la CENI a soustrait ces sièges dans ces différentes provinces pour aller justement renflouer, renforcer la province du Nord Kivu, encore que
les 10 territoires de cette province n'ont pas pu se faire enrôler pour des raisons que la CENI a avancées. C'est justement Donc, ça montre déjà... ce vide-là de non-enrôlement. Mais ce n'est pas à la CENI de faire ce travail-là. Ça, si ça devrait être ainsi, le travail là devrait consister ou devrait revenir justement aux parties prenantes et à l'organe décisionnel, c'est-à-dire au niveau du Parlement. Ce n'était pas à la CENI de prendre une telle mesure, la CENI une a telle proposé décision. au Parlement. Le Parlement doit analyser, soit amender. Ah mais voilà pourquoi, Oui. pour aller dans votre sens, nous avions adressé la lettre au président de l'Assemblée nationale pour lui faire savoir que la CENI t'a présenté un document technique, mais voilà les failles, les écueils que nous trouvons dans ces documents, dans ce travail technique. Il faudra renvoyer cette proposition, cet avant-projet plutôt, de manière à ce que la CENI corrige ce que nous avions constaté, ou du moins qu'elle nous donne les détails, le pourquoi de cette stratégie, de cette façon de faire. Mais malheureusement, au niveau de l'Assemblée nationale, c'est comme si tous ceux qui sont là ne maîtrisent rien. Ça, il faut le dire. Et je crois que notre peuple qui nous suit en ce moment est en train de prendre ces dispositions pour sanctionner tous ces députés qui sont là. C'est avec une impression que vous avez. Non, pas du tout. La preuve, elle est là. La preuve, elle est là. Tous les députés. Ils ne maîtrisent rien. Sans exception. Sans exception. Les 500. 500 députés par rapport à cette matière, ils ont fait de la complaisance. Soit une chose, ils ne maîtrisent pas, soit ils ont fait de la complaisance. De deux choses l'une. De deux choses l'une. Et je pense qu'il est temps maintenant que la population congolaise qui nous suit en ces moments, de partout, dans toutes les provinces de la République, retiennent que les députés actuels qui sont à l'Assemblée nationale ont fait soit de la complaisance par rapport à ces fichiers, par rapport à la loi qui est en train d'être examinée au niveau du Parlement, maintenant au niveau du Sénat, soit qu'ils sont incompétents tous et que par conséquent, ils ne peuvent plus revenir, ils doivent être sanctionnés. Parce que nous l'avions démontré ici et personne n'a pu contredire ces travaux techniques. Donc, nous considérons que... Même pas la CENI. Même pas la CENI. Même pas la CENI. Mais quelle est la source de vos chiffres ici? Ben, c'est justement l'avant-projet de la CENI. Ces documents-là, ces documents que la CENI est allée déposer. On a scruté, étudié minutieusement ces documents parce que, au niveau de la CENI, et c'est ça malheureusement la faiblesse des gens, pour la plupart qui sont envoyés à l'Assemblée nationale, lorsqu'on leur apporte de projets de budget, lorsqu'on leur apporte de propositions de loi comme ça, très volumineuses, ils n'ont pas le temps de lire. Ils n'ont pas le temps. Ils trouvent que, bon, il n'y a pas de photos, il n'y a pas de dessin, bon, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces documents? Eh bien, ils laissent à la latitude à la commission PAJ de faire voter tel que, en tout cas, il le conçoit. Et c'est ça, malheureusement, la qualité de gens que notre peuple nous envoie au niveau de ces institutions. Mais c'est quoi le risque? Le peuple va devoir prendre ces dispositions. C'est quoi le risque de cette répartition inéquitable ou cette répartition injuste que vous dénoncez? Le risque, c'est à plusieurs niveaux. Il y a déjà la contestation. C'est que nous, aujourd'hui, nous contestons parce que nous considérons qu'en mathématiques, lorsqu'il y a déjà un seul chiffre qui pose problème, c'est que tout le calcul est biaisé. Donc ici, il y a déjà ces problèmes-là, c'est-à-dire que il n'y a pas confiance. Voilà pourquoi nous contestons, voilà pourquoi nous dénonçons ces fichiers. Ça, c'est déjà le premier risque, c'est-à-dire que nous allons avoir une loi de répartition de sièges qui ne reflète pas la réalité. Et la conséquence, c'est que le résultat qui seront, en tout cas publiés, les résultats et de la présidentielle et du législatif, tant national que provincial, seront contestés. Seront contestés. Et deuxièmement, lorsque la CENI, au lieu de donner un fichier définitif avec tous les territoires, tous les 145 territoires et les 34 villes enrôlées, la CENI vous donne un fichier électoral comprenant l'enrôlement de 142 territoires et de 34 villes en mettant de côté les 3 territoires que je venais de citer tout à l'heure. Ça montre que le fichier n'est pas un fichier définitif, ce n'est pas un fichier censé faire l'objet pour répartir le siège selon que la loi le prévoit à 500. Donc c'est ça le deuxième risque. Le troisième risque, nous aurons un problème au niveau, par exemple, du Nord Kivu.
nous avons les territoires de Massissi, puisqu'il faut le citer, les territoires de Rutshuru, les territoires de Mai-Ndombe, qui auront des députés, alors que les populations ne se sont pas fait enrôler pour désigner ces députés-là. Parce que qui vont aller voter finalement ces députés? Parce qu'ils n'ont pas d'enrôlé. Bon, aujourd'hui que elle-même, la CENI, s'est ressaisie pour aller enrôler les populations du territoire de Kwamouth, devons-nous considérer que la loi qui sera votée au niveau de l'Assemblée nationale est une loi de répartition de sièges qui est définitive, comprenant tous les Congolais, et que par conséquent, sur base de ces chiffres-là, que nous avions obtenu le seuil de répartition de sièges, ou nous allons considérer que ce qui est voté ou sera voté au niveau de l'Assemblée, c'est une loi à part, et que l'enrôlement des 3 territoires qui vont arriver après feront aussi l'objet, le résultat de ces 3 territoires-là feront l'objet d'une autre loi complémentaire, de manière à donner une autre répartition de sièges. C'est ça la complication, c'est ça la magie de la CENI. D'accord, mais la CENI s'est trouvée devant une difficulté. Laquelle difficulté? C'est la difficulté liée à l'insécurité. Là, vous le savez. Ce qu'elle a proposé, c'est un moyen palliatif pour résoudre ce problème. Dans ce cas-ci, puisque vous contestez cette proposition telle que déposée par la CENI, dans ce cas-ci, critiquez c'est bien, que proposerez-vous à la place de la CENI dans le même contexte, le contexte de guerre, où même il y a des pans entiers du pays qui sont entre les mains des rebelles du M23? Voilà. Nous avons 2 choses. La première, c'est que, puisque les questions sécuritaires ne relèvent pas de la compétence de la CENI, ce n'est que normal que la CENI soit butée à un problème. Et en ces moments-là, l'honnêteté intellectuelle aurait voulu que la CENI se réfère soit à l'organe délibérant, l'Assemblée nationale, ou aux parties prenantes nous inviter comme acteurs, comme compétiteurs, de manière à ce que nous puissions lever une option. Et en ces moments-là, nous serions devant une situation telle que il faut recourir auprès du peuple pour que le peuple se décide, c'est-à-dire un référendum, pour que le peuple décide s'il faut oui ou non aller aux élections sans nos compatriotes de ces 3 territoires. Ce qui serait déjà une solution très compliquée que nous n'envisageons pas. Mais la deuxième solution qui est la plus plausible, c'est justement de voir la CENI, au lieu d'annoncer que l'enrôlement de ces 3 territoires allait se faire après, et que dans la précipitation elle-même va déposer ces documents pour que l'Assemblée étudie, l'Assemblée examine et qu'elle vote cette loi, tout en sachant que 3 territoires n'ont pas enrôlé. Ça posait problème. D'où la solution, c'est laquelle? C'est qu'il fallait retarder justement la convocation de l'électorat pour permettre à elle-même, se donner le moyen d'enrôler tous ces Congolais-là, c'est-à-dire les Congolais de Rutshuru, les Congolais de Massissi dans le Nord Kivu et les Congolais de Kwamouth, de manière à avoir un fichier global et un fichier définitif sur lequel elle allait se baser pour faire la répartition de sièges de manière à nous donner les seuils. Parce que je n'ai pas peut-être donné les chiffres. Vous savez, les 3 territoires qui ne se sont pas fait enrôler représentent plus ou moins 2 millions, plus ou moins 2 millions d'électeurs. Ce qui fait en termes de... En termes de chiffres, si en termes de sièges, ça représente plus ou moins 16 sièges de moins. 16 sièges de moins. Donc, en réalité... Que la CENI a compensé avec 14 sièges tirés des autres... Ah ben oui, donc la CENI a compensé sans que ces provinces-là aient voté, c'est-à-dire qu'ils se soient fait enrôler. La CENI a compensé en soustrayant dans les autres provinces. Mais maintenant... Mais c'est un peu approximatif, 14, 16 sièges. Oui, mais le problème, c'est que je l'ai dit en arithmétique, on ne blague pas avec le chiffre. Lorsqu'il y a un chiffre, un 0 qui manque quelque part, ça impacte sur le reste. Et ici, c'est que la CENI ne pouvait pas soustraire les chiffres dans d'autres provinces pour aller attribuer à une autre province. Vous savez très bien, aujourd'hui, nous sommes le 12 juin plutôt le 13 juin 2023. Je comprends votre question et dans votre question-là, nous avions la solution. J'étais en train de répondre justement par rapport à cette solution. La solution, c'est que la CENI devrait prendre le risque en tant que technicien de nous inviter comme partie prenante,
et nous montrer la difficulté devant laquelle nous nous trouvons. Et en ces moments-là, nous comme partie prenante, on allait prendre nos responsabilités en main. Parce que nous, comme Congolais, nous ne pouvons pas non plus accepter que nous puissions aller aux élections sans nos compatriotes de l'Est. Comment voulez-vous que nous puissions aller aux élections sans que mes frères à moi de Rutshuru aient voté? La CENI a dit, en attendant que la situation se régularise, nous pourrons enrôler progressivement. C'est ce qu'elle a dit. Allons dans cette hypothèse-là. Lorsqu'elle va enrôler progressivement, qu'est-ce qu'on ferait de sièges? Comment allons-nous considérer les sièges déjà attribués à ces provinces-là qui ne se sont pas fait enrôler? Parce que les sièges, on attribue les sièges dans les circonscriptions selon que vous aviez enrôlé autant de Congolais. La preuve, comme je l'ai dit, Kinshasa aujourd'hui va avoir plus ou moins 56 sièges. C'est parce que Kinshasa a fait enrôler plus ou moins 5 millions de lecteurs. Mais si j'entre dans le détail, vous verrez que les territoires de Rutshuru, par exemple, n'a pu obtenir que, parce qu'ils avaient commencé l'enrôlement, 1 jour, 2 jours, ils ont arrêté parce qu'il y a l'insécurité. Mais ces territoires-là, je crois que les documents là est resté quelque part, mais le territoire de Rutshuru n'a même pas 7000 enrôlés, mais on attribue 7 sièges à ces territoires de Rutshuru. Vous voyez la magie. Il y a des territoires qui ont fait 100 000 quelques enrôlés, et ces territoires ont 4 sièges. Alors, comment pouvez-vous comprendre arithmétiquement que là où les gens se sont fait enrôler avec 7000 voix seulement, ils n'ont pas continué, ils ont arrêté, ils ont 7 sièges, mais là où les gens ont plus de 100 000 enrôlés, ils n'ont que 4 sièges. Comment vous justifiez ça? C'est là où nous disons que la CENI s'est fait piéger elle-même inutilement. Et le mieux à faire, c'est de ne pas faire la sourde oreille, c'est d'écouter ce que le Nouvel Élan nous dit. C'est d'écouter ce que Adolphe Muzito dit dans sa 30e tribune. On doit faire un rétropédalage, que l'Assemblée nationale annule cette adoption de la loi. Non, mais le problème, c'est que l'Assemblée nationale a fait du forcing, elle a déjà voté, elle a envoyé le texte au niveau du Sénat, le Sénat est en train d'examiner, malheureusement, contre toutes ces observations. Mais maintenant, nous nous disons, la solution, elle était simple. Ça ne servait pas à faire du forcing là où, techniquement, on sait voir que vous forcez, vous trichez. Vous savez très bien que nous avons aussi un délai qu'il faut respecter. Mais moi, je suis d'accord avec le délai. La CENI se bat pour respecter le calendrier qu'elle a publié. Maintenant, aujourd'hui, si on doit revenir, est-ce que vous ne craignez pas que le temps soit un peu rallongé? La session déjà de septembre se termine dans pratiquement 2 jours. Il faudra peut-être convoquer une session extraordinaire et les discussions auxquelles vous invitez la CENI, vous parties prenantes, combien de temps elles prendront et avec qui exactement la CENI va discuter? Avec les politiques que vous êtes ou avec les techniciens que vous pourrez proposer ou d'autres techniciens? Non, moi je pense que c'est une question technique. Et nous, en tant que politiques, nous allions peut-être nous retrouver pour lever les options et laisser les techniciens travailler. Je vu par exemple aujourd'hui, lorsque la CENI signe le document dans lequel il annonce l'enrôlement de nos compatriotes de Kwamouth, elle a dit qu'elle va écourter le délai au lieu de 1 mois comme nous l'avions vécu dans d'autres provinces. Là-bas, ils auront juste 2 semaines, 15 jours. Donc, c'était possible. Plus de machines, oui. Voilà. Elle a plus de machines et c'est possible qu'elle installe un peu plus de bureaux que prévu parce qu'avant, elle avait prévu plus ou moins 50 bureaux. Maintenant, je veux qu'elle va au-delà de 120 bureaux. C'est déjà quelque chose. Donc, techniquement, il y avait possibilité de réunir les parties prenantes, nous faire voir cette difficulté en face. Et en tant qu'humain et en tant que républicain, je ne pense pas que toutes les parties prenantes et les partis politiques allaient refuser une solution telle que accepter à ce que la CENI décale son calendrier. Au lieu de convoquer l'électorat au 25 juin, la CENI aurait pu décaler la date du 25 juin pour s'assurer que le gouvernement a pris toutes les dispositions de manière à lui permettre d'enrôler les Congolais de ces 3 territoires. Maintenant, regardez, elle va enrôler nos compatriotes de Kwamouth. Et ceux de Rutshuru, c'est pour quel jour? On n'en sait pas, on n'en sait rien. Les Congolais de Massissi, on ne connaît pas jusque-là. Donc, c'est ça ce qui est dramatique et c'est ce qui est compliqué. Nous pensons qu'il fallait prendre, en tout cas, les temps de bien négocier, de bien échanger avec le gouvernement, c'est-à-dire la CENI, pour que
son partenaire qui est le gouvernement rassure sur les mécanismes et les moyens sécuritaires qu'il devra mettre en place pour permettre à cette CENI de descendre sur terrain et enrôler ces Congolais dans un bref délai. Comme ils ont fait pour le territoire de Kwamouth, ils auraient pu faire la même chose pour Massissi et Rutshuru. Ça n'aura pris que 15 jours. Donc la CENI pouvait décaler son calendrier, la convocation de l'électorat, de 15 jours de plus, de manière à nous permettre justement d'avoir un fichier définitif. Et en ce moment-là, tout le monde allait être d'accord, tout le monde allait comprendre que non, la CENI a fait sa part et il reste aux parties prenantes de jouer aussi notre partition. Mais malheureusement, la CENI s'est comportée en décideur, la CENI s'est comportée en organe délibérant, elle a pris des options et ces options malheureusement n'ont pas été étudiées minutieusement. On a vu que c'est passé comme une lettre à la poste au niveau du Parlement. Déjà au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, nous sentons déjà qu'ils sont dans cette même logique et malheureusement, la conséquence, c'est que le processus n'aura plus de crédibilité, le peuple ne pourra plus faire confiance. Est-ce que vous parlez le même langage avec vos compères, les 4 leaders? Est-ce que vous parlez le même langage, eux qui appellent à un dialogue avec les autorités politiques? Vous vous demandez une concertation avec les parties prenantes à ce processus. Est-ce que c'est le même langage? Bon, ça dépend du contenu que nos compatriotes, nos camarades mettent dans ce qu'eux appellent dialogue. Parce que l'échange entre parties prenantes, tel que je le dis, tel que nous le disons au niveau du Nouvel Élan, c'est aussi un dialogue. Mais un dialogue plus pour résoudre de problèmes techniques, de problèmes qui pourront entacher le processus de manière à ne pas donner du crédit à ces processus. Parce que ce qui est vrai, cher Dan, c'est que nous pouvons tout faire, mais nous devons éviter d'aller au-delà du délai constitutionnel. Parce que le délai constitutionnel, c'est comme, en tout cas pour le chrétien, une parole d'évangile. C'est comme un message de la Bible. Le peuple qui est le souverain primaire, le peuple qui est le alpha et l'oméga, tel que nous le disons au niveau du Nouvel Élan, a décidé de ces délais-là. Nous ne pouvons pas transiger, nous ne pouvons pas aller piétiner ces délais que notre peuple a prévus. Voilà pourquoi nous pensons que nous pouvons nous retrouver pour parler technique, voir ce que nous pouvons, ce que nous devons, tant au niveau de la CENI qu'au niveau du fichier, de manière à donner du crédit, donner la confiance quand même aux parties prenantes et que le jeu soit lancé et que le meilleur puisse gagner. Mais si nous voulons faire du forcing, si nous voulons faire la sourde oreille, ne pas écouter les autres, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Et s'il y a quelque chose qui cloche, malheureusement, ça risque d'entacher le processus et les conséquences, c'est que nous allons nous retrouver, après la publication de résultats, avec des Congolais qui seront en train de contester, avec des Congolais qui ne pourront pas peut-être accepter les résultats des urnes tels que ça sera publié. C'est obligatoire si le contexte, si les choses telles qu'elles se mènent aujourd'hui se poursuivent, inévitablement, il y aura contestation. Ah ben, je crois que c'est bien clair. C'est bien clair parce qu'on a un fichier qui n'est pas un fichier définitif, on a un fichier provisoire, vous allez enrôler d'autres Congolais après. Dans l'entretemps, vous aviez déjà attribué des sièges à ces territoires-là qui ne se sont pas fait enrôler. Alors, quelle est la magie que vous feriez pour montrer que c'est effectivement ce nombre de sièges-là obtenus qui est la résultante de l'enrôlement de ces territoires? Vous voyez, tout ça, c'est très compliqué. La CENI, c'est vraiment amené, s'est mis dans un engrenage tel que je ne sais pas comment elle fera pour en sortir, pour sortir propre dans cette situation. Est-ce que le Nouvel Élan va boycotter si la CENI poursuit son initiative? Non, je l'ai dit et je ne cesserai de le dire, c'est que si c'est ça, la stratégie pour la CENI et ses partenaires pour nous pousser au boycott des élections, le Nouvel Élan ne boycottera pas les élections. Parce qu'au-delà de tout, il s'agit de la République démocratique du Congo. Il s'agit de notre mère patrie. Nous pouvons tout dire, nous pouvons décrier, mais nous ne pouvons pas laisser cette République à un individu, à un groupe d'individus pour en faire ce qu'ils veulent. Pas du tout. Nous devons tous
nous mobiliser, conjuguer les mêmes efforts pour ne pas justement laisser ces pays entre les mains d'un groupe d'individus qui essayent de nous prendre en otage et décider faire de ces pays ce qu'ils veulent. Ça, nous disons non. Mais puisque le nouvel élan, nous avions décidé dans nos statuts, dans nos textes de base, que nous ne pouvons pas accéder aux institutions sans passer par les élections, eh bien, nous sommes obligés d'aller aux élections. C'est vrai que nous contestons de choses. Il y a des choses qu'il faut réparer, mais nous faisons la pression de manière à ce qu'ils comprennent que techniquement, s'ils n'arrangent pas, ça posera d'énormes problèmes. Mais dire que nous n'irons pas aux élections, ça, je crois que ça serait une faute grave que le nouvel élan ne fera jamais, parce que il faut dire que si les autres partis politiques ont plus de 10 ans d'existence, le nouvel élan n'a à peine que 4 ans d'existence. Donc, ça sera une première compétition électorale pour nous, et nous pensons qu'il faut y aller, il faut compétir, tout en réclamant, tout en revendiquant de manière à voir les choses s'arranger. Et je pense que ça serait la bonne décision, ce sera l'option que notre peuple va applaudir. D'accord, merci beaucoup Maître Blanchard Mongomba, patron de Nouvel Élan, parti politique de l'opposition. On va prendre la deuxième thématique. Avant de l'amorcer, prenons d'abord ce que M. Matata Ponyo a affirmé il y a quelques jours, qu'il a ramené, qu'il a amélioré significativement le quotidien des professeurs d'université en ramenant leur salaire à 2500 $ avant de quitter la primature, ce qui a été dénoncé par le président de la PUCIN. Il a trouvé un salaire, le salaire des professeurs à un certain niveau. Il a remplacé M. Mouzito. Mouzito avait laissé un niveau un peu inférieur, que lui a ramené. Et comment vous réagissez par rapport à ça? Entre lui et la PUCIN, qui a raison? D'abord, merci une fois de plus, cher Dan, de me permettre, de me donner l'opportunité de clarifier les choses par rapport à ces gros mensonges sortis de la bouche d'un ancien Premier ministre, malheureusement. Et heureusement pour nous, peuple congolais, que les professeurs d'université sont des scientifiques et des scientifiques pointus, des scientifiques de renommée, de taille, parce que je ne pouvais pas comprendre que les professeurs d'université laissent passer une telle bêtise, un tel mensonge venant d'un ancien Premier ministre, malheureusement. Et Dieu merci que les professeurs d'université ont fait leur part. Monsieur Matata Ponyo, moi je crois que si il était sérieux, il allait commencer par... parce que c'est un économiste. Moi, je ne suis qu'un juriste, mais je sais, par tant de faits, voir qu'à l'époque où Matata Ponyo est arrivé en fonction, est arrivé aux affaires, la situation de Congolais avait brusquement changé. La preuve, parce qu'en économie, on parle en termes d'indicateurs. Il devait commencer par nous dire quel était le taux d'inflation qu'il avait trouvé et quel était le taux d'inflation que lui a implémenté ou laissé. Il devait nous dire le taux d'échange, la monnaie s'est changée à combien avant qu'il n'arrive en fonction comme Premier ministre et lui a laissé combien. Il devait dire ce qu'il avait trouvé en termes de salaire de professeur d'université et ce que lui avait laissé. Parce que quand il prétend avoir laissé 2500 $, ce qui est un chiffre monté de toutes pièces, un chiffre en tout cas fabriqué, ça n'a jamais existé le salaire de 2500 $ en République démocratique du Congo pour un professeur d'université. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé un salaire de 2500 $ laissé par M. Matata Ponyo ou par un gouvernement quelconque en République démocratique du Congo. Ça, c'est un gros mensonge. Et Matata Ponyo, qu'il nous le démontre avec chiffres à l'appui, documents, preuves en appui. Mais ici, oui. Pourquoi non, ce que je veux dire, c'est que, heureusement, une fois de plus, que les professeurs d'université, les présidents d'Apoukin a recadré les choses. Lorsque Matata Ponyo arrive, il trouve
les professeurs d'université touchaient 1 800 000 francs congolais à l'époque, et le 1 800 000 francs congolais représentait plus ou moins $2000 que Adolphe Muzito, c'est-à-dire le gouvernement Muzito, avait laissé. Parce que l'avantage, c'est que Muzito, en tant que fonctionnaire, Muzito, en tant qu'inspecteur des finances, et il faut noter qu'à cette époque, il avait un ministre de l'ESU qui l'écoutait beaucoup, le professeur Machako Mamba. Muzito, comme un fin technicien, il se servait toujours des techniciens, des experts aussi, ce qui fait que le ministre Machako Mamba, paix à son âme, qui était un meilleur ministre pour lui, ensemble, il lui disait, mais monsieur le ministre, je veux amener les salaires de professeurs d'université à $2000. Qu'en penses-tu? Et le feu Machako donnait ses explications, montrait le nombre de professeurs d'université et le budget, parce que Muzito lui-même, comme un économiste, un financier, il maîtrise le budget, il a senti que non, ça pouvait aller, et c'est comme ça qu'il a laissé le professeur d'université avec un salaire de 1 800 000 francs congolais, avec un taux de change qui représentait 900, c'est-à-dire 920 000 francs congolais. Donc le professeur d'université qui touchait plus ou moins 1 800 000, en termes, en devises étrangères, ça représentait $2000. Mais lorsque Matata Ponyo arrive, c'est ce même salaire qui est resté de 1 800 000. Malheureusement, il y a eu dévaluation de la monnaie. Il y a eu inflation qui a augmenté de 11% à 17%. Et c'est ce qui a donné que le professeur qui touchait 1 800 000, qui représentait $2000, ne s'est retrouvé qu'avec $1450 au lieu de $2000 parce que la monnaie locale avait dévalué. Au lieu d'avoir 100$, c'est-à-dire lorsque vous avez 920 000 francs, ça représentait $100, à l'époque de Matata Ponyo, il fallait avoir 1 600 000 pour avoir $1000. Donc, ce qui fait que le professeur d'université, au lieu d'avoir $2000, les 1 800 000 ne représentaient plus ou moins que $1400 au lieu de $2000 tel que laissé par le gouvernement Muzito. C'est ça la vérité. Mais lorsque Matata avait falsifié pour se faire applaudir, pour se faire un discours, comment on dit ça déjà, populiste, pour se faire de la sympathie, il oublie qu'en face de lui, ce sont des professeurs d'université. D'accord. On va essayer de prendre un peu ces revendications qu'ils font. Tout récemment, ils ont marché, ils ont fait un sit-in, ils annoncent encore d'autres manifestations. Parmi les revendications, il y a la vie chère. Alors, Matata Ponyo, c'est un ancien Premier ministre, il a géré le pays. Il a fait ce qu'il a fait, il est parti. Alors, est-ce logique qu'il place sous le dos du pouvoir actuel le fait que les Congolais ont une vie assez chère? Est-ce logique pour lui, en tant qu'ancien Premier ministre, de le faire? Est-il acceptable qu'il le dise? Ou bien, il ne peut pas le dire parce qu'il était aux affaires? Bon, par rapport à cette question, moi je pense que il peut le dire ou ne pas le dire. Il peut le dire parce que c'est son droit de dire ce qu'il pense. Donc, nous ne pouvons pas empêcher à un Congolais d'exercer sa liberté d'expression, son opinion, son droit d'opinion tel que prévu par la Constitution de la République démocratique du Congo. Mais seulement, en tant qu'acteur politique, il y a de notions élémentaires, il y a de principes que nous devons observer. Lorsque on a été aux affaires, c'est bien bon de critiquer et c'est logique, c'est normal parce qu'on est en politique, on ne peut pas faire. Surtout qu'on n'est pas du même bord politique avec vos adversaires. Ce n'est que normal que vous puissiez porter un message, un discours qui n'enchante pas l'autre camp. Mais le problème, c'est qu'il faut rester dans une certaine logique, garder l'objectivité dans la communication. Monsieur Matata Ponyo fut Premier ministre de la République démocratique du Congo. Monsieur Matata Ponyo sait qu'il y a le principe de continuité de l'État. Si aujourd'hui, Monsieur Matata Ponyo
peut critiquer la vie chère. Ce qui est normal parce que les Congolais sentent que, effectivement, la vie est chère aujourd'hui. Nous ne vivons pas mieux, c'est vrai. Mais Matata Ponyo oublie, comme je l'ai dit, qu'il y a le principe de continuité, mais il y a dans l'économie le principe selon que lorsque vous avez de réserves, vous avez prévu, en tout cas, affronter la crise exogène, vous devez emmagasiner, vous devez préparer une bonne part de réserve de manière à affronter, comme je l'ai dit, la choc exogène. Mais est-ce que M. Matata Ponyo peut nous dire aujourd'hui ce qu'il a fait en termes de réserve, en termes de création de richesses, en termes de création d'emplois pour permettre à ce que aujourd'hui ceux qui gouvernent, peu importe la manière, mais qu'ils aient quand même en face d'eux le tissu économique qui leur permette de rebondir ou de répartir sur une bonne base. Parce que vous savez que dans ces pays-ci, on est sérieux, de gens tels que Matata Ponyo doivent en tout cas passer par ce que je peux considérer comme le tribunal de notre peuple. C'est-à-dire que, pas le tribunal en termes sur le plan judiciaire, parce que le côté judiciaire a ses spécificités, ça je n'entre pas, mais ici je parle comme politique, c'est que là où Adolphe Muzito et son gouvernement travaillent en quadruplant les résultats trouvés par rapport au gouvernement 1+4, Matata, dans 3 ans d'ailleurs, Matata Ponyo, dans 5 ans, il bouffe tout ce qu'il a trouvé en termes d'acquis. Il aurait pu doubler ou tripler ce qu'il a trouvé en termes de résultats. Je prends un cas concret. Matata Ponyo, il trouve un budget de 3,6 milliards laissé par le gouvernement Muzito. Mais lorsque Matata Ponyo sort du gouvernement, il nous laisse avec un budget plus ou moins de 4 milliards de dollars. Mais Muzito, il faut rappeler qu'il a trouvé un budget de 800 millions, 850, 860 millions de dollars. Il multiplie ses budgets, il le quadruple pour nous laisser avec un budget de plus ou moins 3,6 milliards de dollars. Donc il a fallu attendre le gouvernement Muzito pour parler de milliards en termes de budget. Mais Matata Ponyo qui arrive, quels sont les efforts fournis pour nous permettre de partir là où Muzito nous a laissé et nous faire décoller. On aurait pu, si le gouvernement Matata avait travaillé sérieusement, atteindre un budget de 10 milliards déjà à cette époque-là. Mais malheureusement, ils ont bouffé tout ce qu'ils ont trouvé. D'accord. Le petit feuilleton qu'on a suivi tout récemment dans notre société, dans notre pays, le feuilleton, d'abord je vais rappeler ce que vous disiez tantôt sur notre plateau, de Entre les lignes, vous disiez que si M. Moïse Katumbi s'oppose au président Tshisekedi, c'est parce qu'on a réactivé cette initiative de loi Tchani qui peut l'empêcher d'être candidat président de la République. Ça, vous l'avez dit sur notre plateau. Aujourd'hui, M. Katumbi, il est, on dira, on va prendre son conseiller spécial qui est arrêté, qui est au niveau de l'Itorat, à la prison de Ndolo. Comment concevez-vous tout ce qui s'est déroulé par rapport à l'arrestation de son conseiller, les perquisitions qu'il y a eu ici à Kinshasa et même à Lubumbashi? Comment comprenez-vous? Quelle est la position de Nouvel Élan par rapport à cette question? D'abord, Nouvel Élan regrette le fait que les acteurs censés être des acteurs publics, les acteurs politiques de premier rang surtout, transposent des conflits, transposent de problèmes personnels dans l'espace public, c'est-à-dire au niveau des institutions. Ça, ce n'est pas normal. Parce que notre peuple, ce qu'il attend de nous comme acteurs politiques, c'est justement les débats autour de salaire, c'est justement les débats autour de l'employabilité des jeunes, c'est justement les débats autour du chômage, la pauvreté, comment aller quitter le stade actuel de sous-pauvre que nous sommes en tant qu'État, espérer aller à l'étape de pauvre, comment envisager devenir un État émergent et
à la langue parlée en termes de développement. C'est ça le débat que le peuple attend de nous et nous devons déployer nos énergies. Chaque parti politique doit décliner son offre politique de manière à nous donner le schéma, le mécanisme à emprunter pour nous permettre justement d'atteindre ces niveaux-là. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas comprendre que là où les gens vivent avec plus ou moins 2 $ le jour, au Congo, nous vivons avec moins de 1 $. Donc, 1,4 $ plus ou moins. Donc, ça montre qu'il y a un sérieux problème. Donc, c'est ce genre de débat que nous voulions. Malheureusement, ce n'est pas ça. Mais maintenant, la question précise que vous posez. Je crois que, puisque je l'ai dit, on devrait assister à un débat citoyen, à un débat républicain qui profite à notre peuple, mais on nous amène à un conflit de justice, tout ça. La justice est un organe dans le cadre de la séparation de pouvoir qui est censé être indépendant. Lorsque la justice s'est saisie d'une affaire, nous, au niveau du Nouvel Élan, nous considérons que nous devons laisser la justice faire son travail. Si il est vrai que M. Salomon se trouve auteur ou co-auteur de faits qu'on lui reproche, que qu'on laisse la justice faire son travail de manière indépendante pour que la vérité éclate au grand jour. S'il est innocent, nous souhaiterions voir la justice l'innocenter, le rendre blanc tel qu'il est. Mais s'il est, en tout cas, il a de liens, il est responsable de faits qu'on lui reproche, que la justice les démontre aussi techniquement. Donc c'est ça justement la position du Nouvel Élan. Mais tout ce que la justice a démontré jusque-là, comment vous le trouvez? C'est-à-dire que la justice, au niveau de la justice... comment dire tout ce qui s'est passé déjà, quand on voit le communiqué des renseignements militaires, tout ce qu'on reproche à monsieur Salomon, et jusqu'à son transfèrement à la prison, est-ce que vous trouvez que les choses ont été faites selon les règles de l'art, ou il y a eu un entorse quelque part? Non. Ça, je vais répondre comme technique pour démontrer qu'il y a eu entorse. Déjà, lorsque M. Salomon est arrêté, normalement, il devrait déjà entrer en contact avec ses conseils, avec ses avocats. Chose qui n'a pas été faite parce que je suivis les confrères avocats faire une communication disant qu'ils ont été empêchés d'entrer en contact avec leurs clients, déjà au niveau de l'ANER. Pourtant, la loi, en tout cas la loi sur la procédure pénale et même la Constitution, le texte de la République donne justement la possibilité à ce que chaque personne arrêtée, chaque personne détenu entre en contact avec son avocat, conseil, de manière à l'assister s'il y a nécessité. Mais à ce stade-là, déjà, il a été empêché. Si vous prenez l'étape de la perquisition, effectivement, la perquisition est une action ou une procédure prévue par le Code de procédure pénale en République démocratique du Congo. Ça consiste justement à effectuer une descente pour fouiller dans la résidence de la personne qui est poursuivie, à qui on reproche tel ou tel autre fait. Mais il y a une procédure. La procédure, c'est qu'il faudrait obtenir l'autorisation du parquet. Le procureur doit donner le quitus, le procureur doit autoriser. Ce qui n'a pas été fait selon les éléments tels que je suivis auprès de ses avocats. Donc ça n'a pas été fait. Ça veut dire qu'il y a eu entorse. Et même si cela a été fait, déjà que ça n'a pas été fait, mais à l'hypothèse où ça aurait été fait, on doit permettre à l'absence de l'intéressé, c'est-à-dire la personne visée dans cette perquisition, que ses avocats assistent à cette opération de fouille Là, c'est une entorse. Là, on le comprend. Vous parlez en tant que professionnel du droit. Effectivement. Maintenant, on va revenir sur les propos que disait M. Muzito. Il y a quelques mois, il s'est prononcé pour dire que l'erreur que vous aviez commise, c'était justement de vous réunir en tant qu'individu sans avoir de programme commun. Ça, vous l'aviez dit. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous aviez un programme commun avec les quatre, si il arrivait que vous vous mettiez ensemble, vous avez un programme commun, est-ce que vous pouvez soutenir une personne comme Matata Pognon aujourd'hui? Programme commun entre vous, la personne qui sort, c'est M. Matata Pognon. Est-ce que vous pourrez le soutenir
afin qu'il puisse porter ce projet et être élu président de la République. C'est ça justement ce qui crée la différence entre le Nouvel Élan et la plupart de ces leaders politiques. C'est qu'au niveau du Nouvel Élan, nous ne voyons pas le personne. Si vous voyez même au niveau du Nouvel Élan, on parle de moins en moins d'Adolphe Mozito, parce que Adolphe Mozito, c'est un militant comme tout autre militant. Le plus important au niveau du Nouvel Élan, c'est que... Il n'est même pas président du parti. Non, il n'est pas président du parti. Ce n'est qu'un initiateur. Il a pris l'initiative, il a pris les devants, il a mis en mouvement son parti politique, mais le président, c'est une autre personne, le secrétaire général et tout le cadre dont lui, il n'a aucune décision, aucune parcelle de pouvoir au sein du Nouvel Élan. Donc c'est pour montrer que chez nous, ce qui importe, ce sont les idées, c'est les débats, c'est le programme. Donc ici, je répondrai en disant que le personne nous importait peu. Donc, monsieur, comme une personne comme M. Matata, vous pouvez citer le Matata soutenir, Ponyo, ou Katumbi ou quelqu'un d'autre. Le plus important dans ce que nous faisons, c'est que nous devons commencer par décliner nos programmes. Si chaque parti politique décline, présente son programme, nous allons voir là où il y a des similitudes. Est-ce que dans tel aspect, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan de la décentralisation, nous allons voir là où il y a similitude entre nos programmes. Et si nous sentons qu'il y a similitude, maintenant nous verrons quelle est la bonne personne. Parce que le problème, c'est que nous pouvons avoir la démocratie. Aujourd'hui, nous implémentons. Il y a des bonnes et des mauvaises personnes. Si quelqu'un n'est pas déjà démocrate, il est difficile qu'il pilote la voiture qui porte ces projets ou cette casquette de la démocratie. Donc, nous devons premièrement commencer par avoir le programme. Et lorsqu'il y a le programme, nous allons maintenant voir qui pourrait être ou qui serait la bonne personne à conduire ces projets-là. À conduire ces projets-là. Cette personne-là peut être aussi le président de la République actuelle, Félix Tshisekedi. C'est-à-dire qu'en politique, tout est possible. Tout est possible dans ce sens que si on a un démocrate, on a un technicien qui est capable de porter les projets qui sera élaboré par un groupe, nous allons voir ses aptitudes. Mais aujourd'hui, parce que vous me citez Matata Ponyo, vous me citez le président de la République, tout ça, mais quelles sont les preuves qu'ils ont faites? Aujourd'hui, nous savons voir les incapacités du régime actuel. Or, qui pilote le régime actuel? C'est M. Tshisekedi. C'est clair que les projets tels que le Nouvel Élan le conçoit, ça sera difficile que ces projets soient portés par M. Tshisekedi. Monsieur Matata Ponyo, déjà, c'est très difficile parce qu'il y a un monsieur qui porte les mensonges à la place publique. Comment voulez-vous qu'un tel monsieur porte un projet censé amener les Congolais vers l'avant, c'est-à-dire vers l'émergence, vers le développement? Puisque lui-même, vous savez, il a publié un ouvrage où il parlait de l'émergence. Il parlait de l'émergence au moment où le Congo était à un stade vraiment de sous-pauvreté criant. On était, j'allais dire très sous-pauvre, mais on était vraiment à un stade tel que parler même de sous-pauvre, c'était encore élégant. Mais lui, Matata Ponyo, est allé publier un ouvrage où il parlait de l'émergence de la République démocratique du Congo. Vous voyez un tel monsieur porter la République, un grand projet pour faire développer la République, pas du tout. Mais donc, moi, ces Sanga ou Fayoulou peuvent néanmoins le faire, comme vous l'avez soutenu en 2018. Moi, je crois que nous devons commencer par présenter d'abord nos programmes. Que ces leaders-là viennent devant vous, la presse, le quatrième pouvoir, décliner leurs programmes, décliner leurs projets. C'est bien de critiquer. Tous nous critiquons M. Tshilombo. Tous nous critiquons le régime actuel, l'insécurité, rien ne va. Sur le plan de social, rien ne marche. C'est bien. Mais qu'est-ce que nous proposons comme alternative? Avez-vous déjà lu le manifeste de l'Ancélé de Fayoulou? Vous l'avez déjà lu? Le manifeste de Kisangani, pardon, de Fayoulou. Non, mais ça, c'était pas un programme. C'était pas un programme. C'était pas un programme. Je l'ai lu, il n'y a aucun chiffre, ce n'était pas un programme, c'était une orientation des options levées dans le cadre du congrès de leur parti pour les prochaines élections. Mais ce que nous voulons, c'est que chaque parti... C'est un exercice qui doit être imposé, c'est-à-dire vous de la presse, vous devez nous imposer, nous comme leaders politiques, nous comme parti politique, de vous présenter au peuple ce que nous comptons faire par rapport à demain. Il ne faudrait pas que nous puissions passer ici, nous attaquer aux autres sans que nous puissions montrer en quoi est-ce que nous sommes mieux par rapport à eux.
Nous devons commencer par décliner ce que nous pouvons faire et critiquer ce que les autres font de manière à proposer ce qu'on est censé faire pour améliorer, pour faire changer les choses. Merci beaucoup, Maître Blanchard Mungomba, patron de Nouvel Élan et personnalité politique, candidat député national. Exactement, je suis candidat. Mes amis, mes mamans, mes camarades de la FUNA ont estimé que le travail que nous abattons, le travail que nous faisons pour le compte de la République est louable, est un travail noble et que par conséquent, nous ne pouvons pas rester au niveau des partis politiques. Nous devons travailler dans le sens d'aller au niveau des institutions pour faire changer les choses au niveau interne. Voilà pourquoi nous avions estimé qu'il fallait prendre ce courage-là, de nous préparer pour affronter les élections dans la circonscription électorale de la FUNA. Donc je profite de l'occasion pour saluer toutes les populations de ces 7 communes, c'est-à-dire Kalamu, Makala, Bumbu, Selemba, Ngiringiri, Kasavubu. Nous leur disons que le moment venu, nous serons sur terrain avec eux pour compétir. D'accord. Merci beaucoup, Maître. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Le cri de Maître Blanchard sera certainement entendu par le CESAC. Nous voulons voir ce débat entre candidats qui vont décliner leur programme avant que la population ne puisse élire. Ça sera très important, comme nous voyons sur d'autres cieux. Les candidats présidents déclinent leur programme et le peuple juge par lui-même et non des individus, comme c'est le cas dans notre pays, un peu partout en Afrique. Mesdames et messieurs, portez-vous bien. On se retrouve dans prochainement avec le même plaisir sur Congo Buzz Télévision. Portez-vous bien. À la prochaine.